L'objectif de cette vidéo est de voir quelles sont les différentes étapes pour synthétiser une espèce chimique. Nous prendrons le cas de la synthèse de l'aspirine. Nous allons d'abord expliquer quel est l'intérêt de synthétiser des espèces chimiques. Cela peut être parce que l'espèce synthétisée existe dans la nature, mais en quantité insuffisante pour répondre aux besoins. Ou alors, l'espèce chimique existe dans la nature, mais son extraction est trop coûteuse. Ou enfin, l'espèce chimique n'existe pas dans la nature. C'est le cas par exemple de toutes les matières plastiques. Cela permet donc d'améliorer nos conditions de vie. Qu'est-ce qu'une synthèse d'espèces chimiques? C'est une transformation au cours de laquelle des espèces chimiques réagissent ensemble dans des conditions particulières de température et de pression pour donner une ou plusieurs espèces chimiques différentes. Voici par exemple l'équation de la synthèse de l'aspirine. L'acide salicylique réagit avec l'anhydride éthanoïque pour donner l'acide acétylsalicylique, c'est-à-dire l'aspirine, et de l'acide éthanoïque. Les espèces chimiques qui réagissent ensemble, l'acide salicylique et l'anhydride éthanoïque, seront appelés les réactifs. Les espèces chimiques qui sont produites, ici l'aspirine et l'acide éthanoïque, seront appelés les produits. Comment réaliser une synthèse chimique? Une synthèse se décompose en trois grandes étapes. La réaction, c'est-à-dire la transformation des réactifs en produits. Le traitement du milieu réactionnel, c'est-à-dire l'isolement, puis la purification du produit. Et enfin, l'identification des produits obtenus. Première étape, la réaction. Transformation des réactifs en produits. Il faut d'abord bien étudier le mode opératoire que l'on appelle également le protocole. Pour la synthèse de l'aspirine, on trouve introduire dans un ballon bien sec environ 5 g d'acide salicylique pur solide, ajouter sous la hotte avec lunettes et gants à l'aide d'une pipette graduée ou d'une éprouvette graduée 10 ml d'anhydride éthanoïque pur, y ajouter 1 ml d'acide sulfurique concentré avec beaucoup de précaution. Le mode opératoire précise donc le matériel à utiliser. Ici, un ballon, une pipette graduée, une éprouvette graduée. Il précise également les quantités de réactifs. 5 g d'acide salicylique pur solide, 10 ml d'anhydride éthanoïque. Il précise également le catalyseur. Ici, c'est l'acide sulfurique. Qu'est-ce qu'un catalyseur? C'est une espèce chimique qui n'est pas un réactif, mais qui sert simplement à accélérer la réaction chimique. Les précautions à prendre ne sont pas obligatoirement précisées dans le protocole, mais il faut penser à regarder les étiquettes des réactifs utilisés où figurent les pictogrammes de sécurité, que vous avez ici en rouge et blanc. Une fois que vous avez bien étudié le protocole, vous pouvez passer à la première étape, qui est la transformation. Pour cela, nous utilisons un système qui s'appelle le montage à reflux, dont voilà le schéma. Dans le chauffe-ballon, nous plaçons le ballon qui contient le mélange réactionnel, c'est-à-dire le mélange des réactifs et du catalyseur. Ceci est une petite animation qui permet de comprendre le principe du chauffage à reflux. Dans ce montage, il faudra mettre un support élévateur, c'est-à-dire un dispositif de sécurité qui permet de baisser le chauffe-ballon si l'ébullition est trop intense. Cela permet de stopper rapidement le chauffage. Le support élévateur
permet de soutenir le chauffe-ballon. Dans ce chauffe-ballon, vous disposerez un ballon dans lequel est présent le mélange réactionnel. Et au-dessus de ce ballon, un réfrigérant à eau. Remarquez que le chauffage à reflux est un montage qui est ouvert, ce qui évite toute surpression. On allume le robinet afin d'introduire l'eau dans le réfrigérant. Remarquez que l'eau rentre par le bas du réfrigérant et sort par le haut. Ceci permet d'optimiser le refroidissement. On lance le chauffage. Le mélange réactionnel est donc porté à ébullition et l'élévation de température permet ainsi d'accélérer la réaction. Les vapeurs montent et remplissent le réfrigérant. Au contact des parois froides du réfrigérant, les vapeurs se liquéfient et redeviennent donc liquides. Elles retombent ainsi dans le ballon. D'où le nom de montage à reflux. L'introduction au préalable dans le ballon de Pierre Ponce permet de réguler l'ébullition. On évite ainsi que la température n'augmente trop. Il faut toujours surveiller le ballon afin que l'ébullition ne soit pas trop importante. Et il faut surveiller que le débit d'eau est toujours suffisant. Le chauffage à reflux est donc un montage qui permet de chauffer un mélange réactionnel. Ceci permet d'accélérer la réaction chimique. L'intérêt de ce montage est également qu'il n'y a aucune perte de réactif sous forme de vapeur et qu'il ne laisse pas échapper de vapeur qui pourrait être nocive. La deuxième étape d'une synthèse chimique, c'est le traitement. Il permet d'obtenir l'espèce chimique pure. Pour cela, il faut l'isoler et la purifier. Cette étape est différente si le produit est solide ou s'il est liquide. Si le produit est solide, il faudra opérer une filtration sous vide qu'on appelle également filtration sur Büchner. Si le produit est liquide, il faudra faire une extraction liquide-liquide. Si le produit recherché est solide, c'est le cas de l'aspirine, il faut effectuer une filtration sous vide. Vous aurez besoin d'une fiole à vide reliée au robinet et à la trompe à eau par un tuyau souple. Cela va créer un vide partiel, donc une aspiration. Sur la fiole, on ajoute le filtre Büchner dans lequel on place un papier filtre. On peut alors ajouter le mélange dans le filtre Büchner. La filtration se déroule alors et permet d'obtenir sur le papier filtre un solide sec, de façon très rapide, beaucoup plus rapide qu'une simple filtration comme vous avez pu l'effectuer dans les classes précédentes. La dernière étape de la synthèse est l'identification. Elle va permettre de vérifier qu'on a bien obtenu l'espèce chimique souhaitée. Pour cela, on utilise les caractéristiques physiques de l'espèce chimique. Nous en avons déjà parlé dans d'autres chapitres. La température de changement d'état, par exemple, température de fusion, température d'ébullition. On peut également connaître sa masse volumique, mais également sa densité.